Au printemps, le bâtiment qui abrite la Silver Factory va être démoli. Il faut déménager. Warhol trouve l'endroit idéal dans cet immeuble au sud de Manhattan. Une nouvelle factory qui va être le théâtre d'un épisode tragique. Parmi toutes les personnalités étranges qui passent à la factory, il y a Valérie Solanas. Ouvertement homosexuelle, elle vient de publier le Scum Manifesto, un pamphlet féministe et radical. Elle était enragée, cette Valérie. Elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Scum, Society to Cut Up Men. Grand projet de castrer les hommes. Un jour, Valérie Solanas propose un scénario de film à Andy Warhol. Le titre, Up Your Ass. Il n'est pas intéressé. Et au bout d'un certain temps, il finit même par lui annoncer qu'il a égaré le script. Dans l'après-midi du 3 juin 1968, Valérie Solanas se présente à la nouvelle factory. Elle attendait dans le hall. Ils ont pris l'ascenseur ensemble. Il y a eu une conversation téléphonique avec Viva qui était dans un salon de coiffure. Elle attendait pour sa coupe et Solanas a pris son pistolet et lui a tiré dessus. Il était au téléphone. Warhol était recroquevillé sur lui-même. Donc la balle l'a traversé par le côté et non de face. Ça a transpercé 6 ou 7 organes. L'ambulance a mis du temps à venir. Quand il est arrivé à l'hôpital, il était presque mort. Il avait perdu beaucoup de sang. Il a été opéré pendant 5h30. Après l'opération, il était allongé dans sa chambre d'hôpital. Il a pensé être mort, car il entendait à la télévision que Kennedy avait été assassiné. Et il a pensé, c'est ce qui arrive quand tu meurs, tu revis l'histoire. Il n'avait en réalité aucune idée que c'était Robert Kennedy dont il était question. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Mon plus vieux frère Paul, qui voulait être prêtre, est resté avec lui plusieurs mois cet été-là. Ce fut une expérience dramatique pour tout le monde, et surtout pour mon oncle, qui a mis des mois à s'en remettre. Après 2 mois de convalescence, sauvé mais très affaibli, il rentre chez lui. Il a dit « je suis un survivant ». Il va avoir le sentiment, dit-il, de vivre là, du coup, dans un autre monde, un monde beaucoup plus incertain. Il dit à un moment, je crois, je n'avais peur que de Dieu seul, et maintenant tout a changé. Cette photo est absolument invraisemblable. Il y a une trace là qui doit être montrée. Ça témoigne aussi de sa capacité à prendre des distances de façon majestueuse. Et cette photo, ce sont les stigmates de cette presque mort qu'il a endurée et la preuve de sa résurrection. Ce fut un grand tournant dans sa carrière. Son travail a changé, sa personnalité a changé. Il est devenu plus prudent. Mais sa créativité a décliné. Pendant les années qui suivent, Andy Warhol a peur. Une peur viscérale. Traumatisé, il fait place nette. Ses anciens comparses quittent la factory. Plus de superstars, plus de personnalités marginales. En renonçant à cette communauté qu'il a inspirée pendant des années, il perd sa créativité. Voilà, pour lui, la différence, c'est que les années 70 sont vides. C'est peut-être de ça dont traite sa production des années 70, le vide. En mai 1969, le magazine Esquire fait sa couverture sur Andy Warhol, noyé dans une boîte de soupe Campbell. Le titre est sans ambiguïté. Le déclin et l'effondrement de l'avant-garde américaine. En 1970, Andy Warhol continue de faire le vide autour de lui et renvoie sa mère à Pittsburgh chez ses frères. Julia meurt le 22 novembre 1972.
Comme 30 ans plus tôt, à la mort de son père, Andy n'assiste pas à l'enterrement et ne parle à personne de la mort de sa mère. Une nouvelle factory naît de ses peurs, The Office. Obnubilé par la mort de manière névrotique, il se réfugie dans une pratique compulsive de l'enregistrement. Son magnétophone et son Polaroid ne le quittent plus jamais. Il évolue, caché derrière son viseur, façon de voir sans être vu, d'être présent sans en être. Il jouait avec les frontières. Il était critiqué par le milieu artistique new-yorkais parce qu'il sortait trop. Mais c'était sa façon de travailler. Il enregistrait, filmait ce qui l'entourait, prenait des polaroïdes des gens qu'il rencontrait. Documenter son temps faisait partie de son art, de ce qu'il voulait faire. Andy Warhol change d'univers, d'atmosphère. Il évolue de plus en plus dans le monde de l'argent. C'est plus du tout la même chose, c'est des hommes d'affaires avec la petite mallette qui viennent, qui sortent, il tourne plus de films, il dirige l'interview, il fait des émissions de télévision, il y a un changement complet. En 1971, Fred Hughes, son agent et son confident, et Bruno Bischofberger, son marchand d'art suisse, développent l'idée des portraits sur commande dans un but lucratif. Andy a très vite saisi l'importance artistique de cela, parce que de tout temps dans l'histoire de l'art, les classes aisées commandaient des portraits. Pendant les années 70, Warhol vend son talent. Mick Jagger, John Lennon ou Grace Jones, de nombreuses stars lui commandent des portraits. Il en produit entre 50 et 100 par an pour des sommes astronomiques. Son œuvre n'est ni personnelle, encore moins politique. L'artiste tourne à vide. Ses portraits vont occulter son retour à un art plus sombre et intime. En 1976, Warhol réalise les Skulls, une série de 60 crânes sérigraphiés. Tel un revenant, il semble tomber le masque, regarder son public en face, lui dévoilant pour la première fois ses obsessions mystiques. En 1978, il produit les mystérieuses Shadows, des ombres abstraites multipliées à l'infini. Elles laissent entrevoir des rêves obscurs, hallucinatoire. C'est vrai qu'en regardant ces peintures plus abstraites, on peut penser qu'il devenait plus introverti, plus spirituel dans son travail. Les Shadows ont eu l'effet d'une bombe dans le milieu de l'art. Les critiques ne savaient pas quoi en faire. Elles sont si spirituelles, belles, immatérielles. La toute fin de l'œuvre de Warhol est au moins aussi extraordinaire que la toute première. Les ombres, c'est quelque chose de prodigieux. Il y a aussi les camouflages qui sont prodigieux. Il y a les peintures au diamant, les peace paintings. Toute la fin, c'est comme un pommier qui va mourir, vous savez, il fait beaucoup de fleurs. Andy Warhol semble sentir venir sa propre mort. Ses œuvres sont maintenant ouvertement religieuses. Sa dernière œuvre en 1987, une variation autour de la scène de Léonard de Vinci. Il a peint la scène en 1986, quelque temps avant sa mort. Tous les membres de notre communauté ont dans leur cuisine ou leur salon une reproduction de la scène pour leur rappeler l'importance de cet événement biblique. Et même s'il ne parlait pas de religion, le divin était quelque chose qui l'habitait fortement. Je crois qu'à ce moment de sa vie, il avait besoin de l'exprimer. C'était sa façon de communiquer. Il n'allait pas grimper sur une de ses boîtes Brio pour clamer haut et fort « Hé les gars, je suis religieux !» Il a plutôt choisi une façon discrète, en affirmant « Regardez, la religion c'est important pour moi et je veux peindre quelque chose qui me touche profondément. »
C'est l'avantage du succès, c'est que ça vous libère quand même d'un certain nombre de contraintes. Et il exploite ce succès en partie pour faire quelque chose qu'il avait sans doute envie de faire depuis longtemps. Il peut explicitement renouer avec des thématiques chrétiennes, les prendre comme sujet de sa peinture. Il rend explicite ce qui était implicite dans un certain nombre de ses tableaux des années 60. Le 22 février 1987, Andy Warhol meurt à 58 ans d'un arrêt cardiaque à la suite d'une banale opération de la vésicule biliaire. À New York, 2000 personnes se rassemblent pour une messe où s'enchaînent les discours des proches, laissant entrevoir au public la foi de l'artiste. Après sa mort, on a su qu'il allait à la soupe populaire aider les sans-abri. Il ne nous l'avait jamais dit. Ça vous montre quel genre de personne il était. C'est une autre facette intrigante et singulière d'Oncle Andy. On n'a jamais parlé de choses privées. Andy n'aimait pas ça. Je savais qu'il allait à l'église parce que je passais le prendre le dimanche. On s'arrêtait à l'église du coin et il y entrait quelques minutes. Il ne parlait pas de ça. C'était de l'ordre du privé. Ça me manque, ce contact intime que j'avais avec lui. Il était toujours intéressé par ce que je faisais. Il me faisait partager son travail. Et vous savez, il restera pour toujours notre oncle Andy.